Salut Stéphanie, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine et sur ce format dédié aux coulisses des podcasts qu'on adore, qu'on écoute beaucoup. Effectivement, j'écoute beaucoup ton podcast depuis quelques années maintenant, quelques mois de manière intense parce que je suis devenu papa et c'est le sujet, la ligne édito de ton podcast. Avant de plonger donc dans le podcast Les adultes de demain, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr, mais merci déjà pour l'invitation et ça me fait plaisir de passer de l'autre côté de l'interview. Donc merci pour cette belle opportunité. Moi, je m'appelle Stéphanie Descleb, j'ai 30 ans et j'ai monté il y a presque 3 ans parce qu'on va fêter nos 3 ans le 11 février 2023, Les adultes de demain avec ma mère qui est devenu un podcast référence sur les sujets de l'éducation et de la parentalité. Avant ça, j'avais une toute autre vie puisque j'ai travaillé pendant 6 années au sein d'un grand groupe de e-commerce international. Mais les podcasts ont toujours fait partie de ma vie quotidienne et j'ai toujours adoré écouter les podcasts. J'ai un rapport à l'audio très particulier puisque en parallèle j'aime beaucoup chanter. Donc voilà, je pense que ça a bouclé la boucle de mon amour pour ce sens auditif et ainsi j'ai monté Les adultes de demain avec ma mère puisque on a un rapport aussi assez particulier avec l'éducation puisque mes parents ont monté la première école Montessori en France qui va de la maternelle jusqu'au lycée il y a plus de 30 ans, dans laquelle j'ai fait toute ma scolarité. Et ainsi, ça me tenait à cœur de partager ces belles valeurs que j'ai eu la chance de côtoyer pendant toute ma scolarité. Et depuis, je fais des podcasts ma vie. Il y a Les adultes de demain, mais il y en a d'autres. Il y a aussi un tout nouveau podcast qui s'appelle Bébé arrive pour tout comprendre sur le monde des bébés avec les plus grands experts en périnatalité. Et je commence aussi à produire des podcasts pour des marques dans l'éducation et la parentalité. On va y revenir, mais du coup, comment vous vient ce déclic? Est-ce que c'est une discussion avec ta maman? Est-ce que c'est l'envie de valoriser leur activité? Est-ce que c'est l'envie de peut-être commencer une transition professionnelle? Qu'est-ce qui a déclenché, on va dire, ce projet? C'est un peu tout. Il y avait déjà l'envie, moi en effet, de démarrer une transition professionnelle. J'ai toujours rêvé d'être indépendante et à mon compte. Et en même temps, le monde de la culture m'a toujours particulièrement touchée. Et on sait qu'avec les podcasts, on a la chance de pouvoir se lancer en autodidacte. Donc, je trouvais que en termes d'objets culturels, ça me permettait de démarrer cette transition de manière assez douce. Évidemment, ça nous faisait plaisir, ma mère et moi, d'avoir ce projet à deux. Et je trouvais ça intéressant d'offrir l'angle, en fait, voilà, de ce que ma mère a appris pendant toutes ces années de création d'école Montessori, d'organismes de formation, etc. Et en même temps, moi, d'amener plus la jeunesse et les connaissances que j'avais sur le monde du podcast et même l'aider sur les sujets techniques parce que pour elle, c'était pas toujours très simple. Et en même temps, moi, ce que j'avais remarqué sur les podcasts, c'est qu'il existait à l'époque, donc c'était il y a 3 ans, quasiment aucun podcast sur les sujets d'éducation. Et pour autant, moi qui suis très touchée par les sujets impact, je crois que l'éducation est l'une des plus belles armes de paix, comme le dit si bien Maria Montessori. Et je pense qu'à travers l'éducation, on peut faire changer beaucoup de choses. Et donc, il m'était important de le faire à travers le podcast, parce qu'on sait que le podcast, c'est un média de l'intime, et en même temps un média où on prend le temps de se recentrer sur soi-même, et je trouvais ça bien de le faire sur des beaux sujets de l'éducation et surtout de mettre en avant ce qui se passe au niveau local en France. Je trouve que d'un point de vue éducatif, il se passe beaucoup de choses. On a tendance à avoir beaucoup de négatifs sur l'éducation en France parce qu'on a l'impression que les choses ne changent pas. Mais moi, je vois quand même qu'au niveau local, il se passe de merveilleuses initiatives et c'était important pour moi de les valoriser. Ouais, effectivement, ça bouge quand même beaucoup et c'est un super média pour un super projet pour valoriser. Donc vous avez commencé avant cette grande période du confinement et du Ouais, Covid, quelques c'est ça? semaines. Quelques semaines Ouais. et
Comment ça a démarré? Comment tu t'es organisé pour la technique, pour l'hébergement, pour le matériel, pour trouver les premiers invités? Comment ça s'est passé? Alors, c'était marrant parce que au même moment, ma petite sœur, qui a monté une boîte dans les compléments alimentaires qui s'appelle Épicure, elle travaillait également sur la création de son podcast qui s'appelle le Club Bonheur, donc sur le bien-être. Et elle avait rencontré un monteur qui l'accompagnait dans le cadre de ce projet. Et étant donné que Sylvie, ma mère, a déjà son entreprise dans l'éducation, elle était d'accord pour investir de l'argent, notamment dans le montage. Parce que moi déjà j'avais mon métier à côté, donc c'était compliqué de gérer à la fois le lancement, la com, la ligne éditoriale et le montage. Donc on est passé par ce monteur à travers le contact de ma petite sœur. Donc déjà ça nous a quand même retiré une grosse partie du travail, parce que je sais que pour les podcasteurs ça prend beaucoup de temps. Et ensuite moi j'ai toujours beaucoup aimé valoriser les autres et sublimer le travail des autres, comme je le dis. Et donc, moi, j'avais très envie d'aller sur le format interview. On a démarré en faisant des interviews mère-fille. Donc, j'interviewais Sylvie. D'ailleurs, nos 3 premiers épisodes, je pense que les 3 premiers sont avec Sylvie. Le premier, elle parle de son parcours parce qu'elle a quand même un parcours assez atypique, hein. Ma mère, elle avait pas du tout travaillé dans le monde de l'éducation, et c'est à la naissance de mon grand frère qu'elle s'est découverte une vocation et qu'ils ont totalement changé de vie avec mon père. Et ensuite, on a fait quelques épisodes aussi pour bien comprendre la pédagogie Montessori, parce que c'est quand même son domaine d'expertise. Et après, moi, j'ai eu envie vraiment d'aller chercher ces petites pépites dans l'éducation partout en France. Donc au début, on a vraiment fait avec notre carnet d'adresses, tu vois, on passait par les contacts de Sylvie, ou moi, tu vois, même d'anciens élèves de l'école qui avaient eu des parcours particulièrement inspirants et autres. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à élargir ma veille. Et en fait, ce que j'ai trouvé, comme on a démarré pendant le Covid et que c'était une période un peu particulière où tout le monde était chez soi, c'est que les gens étaient très ouverts pour participer à cette aventure-là, même si à l'époque, tu vois, on avait aucune notoriété. Donc en fait, j'ai quand même vite contacté des personnes qui au final avaient déjà une belle notoriété. Tu vois, je pense par exemple Fabrice Midal, qui est quand même une personnalité connue en France, qui apporte un très joli regard aussi sur l'enfance, a accepté, tu vois. Je pense que c'est mon 20e épisode, Fabrice Midal, tu vois. Donc en fait, je pense que cette période était vraiment positive pour les podcasteurs, parce que bon, déjà on sait que les gens ont écouté beaucoup de podcasts, mais aussi du coup se prêter au jeu de l'interview. Et donc en fait, je faisais toutes mes interviews à distance avec le fabuleux outil qu'on utilise tous de Zencastr, qui était très pratique. Et ensuite, j'ai vraiment acheté la base, donc l'enregistreur H6, mon micro. Et voilà. Ensuite, je préparais à fond mes interviews, parce que ça, pour le coup, je pense que pour qu'une interview soit réussie, il faut qu'elle soit très bien préparée. Et comment ça s'est mis en place, on va dire l'animation, où toi tu interviens, il y a aussi ta maman Sylvie et un invité. Est-ce que ça a été facile à équilibrer, facile à animer, à orchestrer, ou il y a eu quelques essais, quelques tests, on va dire, sur des formats différents? C'est une bonne question, parce que en fait, le format du podcast a quand même pas mal évolué à travers le temps. Et c'est vrai que moi, je conseille à tous les podcasteurs qui souhaitent se lancer, c'est de le faire le plus tôt possible et de pas attendre d'avoir le projet parfait, parce qu'au final, on peut faire évoluer son concept assez facilement à travers le temps. Nous, tu vois, au début, on De démarre. créativité. Ouais, c'est ça. Nous, Il y a beaucoup de créativité possible dans les formats, le rythme, et on peut penser saison, on peut penser hors série, on peut tout se permettre. ouais, c'est ça qui est génial. Et en fait, nous, tu vois, on avait démarré avec seulement des interviews, donc que j'appelle les formats longs, donc qui durent une quarantaine de minutes environ. Moi, je posais les questions, et il y avait l'invité, et Sylvie apportait toujours par épisode un regard expert. Au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était pas très optimal, parce que déjà en termes d'organisation, ça voulait dire qu'à chaque fois il fallait qu'on conjugue
les agendas de 3 personnes différentes. Et donc ça, c'est vrai que c'était un petit challenge. Et même que je trouvais qu'au final, à 3, ça pouvait venir casser un peu la dynamique, tu vois, d'une discussion franche entre 2 personnes. Et moi, ce que j'aimais particulièrement, c'était faire les interviews. Sylvie, ce qu'elle aime, c'est partager tout le savoir qu'elle a acquis à travers le temps et son expertise sur les enfants. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à un nouveau modèle. Je sais plus combien de temps ça nous a pris, mais tu vois, je pense que ça nous a quand même pris peut-être 1 an à arriver vers ce modèle-là, où en fait maintenant on publie 2 épisodes par semaine. Les formats courts, donc qui sont réalisés uniquement par Sylvie, où elle parle seule, qui s'appelle les pauses éducatives, qui durent 15 minutes max, où là elle va vraiment aller sur un concept précis éducatif, comment apprendre à lire, comment communiquer avec son enfant, que faire en balade dehors avec son enfant. Et moi, j'ai conservé les épisodes que j'appelle longs, donc qui durent une quarantaine de minutes, où j'interviewe une personne qui m'inspire du monde de l'éducation. Ok. Et aujourd'hui, donc il a vraiment atteint des top performances, on va dire, avec une visibilité assez énorme. Mais qu'est-ce qui a fait que petit à petit la communication, les stats, les interviews ont fait que ça se développait de cette manière-là. Qu'est-ce que toi tu as fait vraiment pour en faire ce petit bijou? Écoute, je pense que c'est un cercle vertueux qui demande beaucoup de persévérance et de patience. Moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui souhaitent se lancer dans le podcast, c'est que le podcast, faut accepter que les choses prennent du temps. Et en fait, je trouve que, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je trouve que les écoutes fonctionnent pas mal par palier. Et donc, à chaque fois, c'est comment passer au palier du dessus. Nous, tu vois, au début, on avait peu d'écoute. En revanche, on avait quand même une force, c'était la communauté de Sylvie, hein, parce que Sylvie, parmi ses 1000 vies, elle est aussi Instagrammeuse, malgré son âge. Voilà, elle avait une grosse communauté qui la suivait sur Instagram, donc on avait déjà la chance quand même d'avoir cette base de fans de Sylvie. Mais ensuite, ça a été vraiment l'idée, c'était vraiment d'avoir toujours confiance dans le projet et de se dire que de toute façon, avec travail et qualité, on arriverait, tu vois, à atteindre ces stats. C'est vrai qu'ils sont sympas aujourd'hui. Donc moi, ça a toujours été la régularité. Je pense que c'est la clé de la réussite. Il n'y a pas une semaine où on n'a pas sorti un épisode. Et je sais que parfois, ça fatigue un peu Sylvie parce qu'elle me dit, bon, allez, laisse-moi tranquille cette semaine. Je dis, non, non, je te laisse pas tranquille. Il faut, voilà, nos auditeurs savent qu'ils ont rendez-vous avec nous tous les mardis et jeudis. Il faut que ça reste comme ça. Donc la régularité, on a quand même une fréquence importante de sortie d'épisodes, 2 par semaine, c'est quand même assez rare, mais en même temps on est 2, donc je trouve que c'est un peu comme si on avait 2 podcasts en un seul. Ensuite il y a la com, évidemment. Alors moi c'est pas ma partie préférée, mais c'est inévitable. Donc être sur les réseaux sociaux et surtout évangéliser les personnes qu'on interviewe et qui participent au podcast. Moi, c'est vrai que vraiment, parfois, j'ai même l'impression d'être très lourde, mais je pousse pour que pour qu'ils jouent le jeu et qu'ils mettent en avant également le contenu qui, eux, les valorisent. Et alors, évidemment, après, tu as des petites stratégies. Je pense que je suis pas la seule concernée, mais ça m'arrive régulièrement de me dire, bon, bah tiens, ce mois-ci, ce serait quand même pas mal pour me faire un petit push marketing d'avoir une personne avec une belle communauté qui évidemment a des propos intéressants, mais du coup ça va rentrer dans les critères de choix également des invités, voilà, de choisir des personnes qui ont déjà des communautés engagées. Donc je pense que la clé de la réussite c'est vraiment la qualité, la persévérance et après avoir vraiment, moi tu vois ça c'est mes anciennes vies dans le monde du e-commerce qui m'ont appris cette méthodologie, cette structure. Mais moi j'ai une checklist à chaque sortie d'épisode que je suis de manière hyper rigoureuse où je m'assure que l'épisode est bien dispo sur toutes les plateformes, qu'il y a la com sur Instagram, que j'ai envoyé le mail à mon invité, s'il l'a pas mis en avant, j'envoie une relance. Enfin, tu vois, c'est pas la partie la plus sympa du job, mais ça fait toute la différence. Donc ça, c'est, on va dire, l'organisation aujourd'hui. À quel moment tu as basculé
et tu as sauté le pas, on va dire, d'un poste salarié à un projet du coup d'indépendance supporté et valorisé par le média. Alors, je pense que, si je me trompe pas, les adultes de demain avaient 1 an et demi d'existence. Donc, tu vois, c'est quand même, Il y j'ai a quand même, 18 mois. ouais, j'ai quand même travaillé quand même pas mal de temps gratuitement entre guillemets sur le projet. Et ça, c'est la dure réalité des podcasts, c'est que c'est dur d'en gagner sa vie. Et moi, je sais que aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance de pouvoir en vivre. Mais c'est parce que aussi j'avais ces 1 an et demi derrière moi. Où en effet c'était pas toujours très agréable de faire 2 activités professionnelles au même moment parce que ça demande beaucoup de travail, mais pour moi c'était la seule manière d'être certaine que je pouvais compter là-dessus pour vivre. Donc oui, tu vois, après 1 an et demi d'existence du podcast, ça m'a donné des ailes pour quitter et pour me lancer dans l'aventure. Ça te prenait combien de temps à cette époque-là, chaque semaine, de produire et d'animer? Et qu'est-ce qui a été mis en place? J'imagine que c'est du sponsoring ou d'autres offres, d'autres services pour te permettre du coup de basculer. Alors en temps, je pense que ça me prenait, vu que j'avais pas le montage quand même, c'est quand même une grosse partie. Oui, oui. Je pense que ça me prenait une demi-journée par semaine, étant donné qu'en plus, T'étais à 100%. T'étais à 100% en tant que salarié, ouais, non? c'est ça. J'étais à 100% en tant que salarié, donc je dédiais, on va dire, tu vois, une demi-journée, donc à répartir, tu vois, mais quelques heures le soir en semaine, durant le week-end, parce qu'en fait, mine de rien, comme moi, je prépare beaucoup mes interviews, je lis les livres des invités. Bon, c'est du temps qui m'est agréable parce que j'adore lire et c'est sur des sujets qui me passionnent, mais ça rentre quand même dans des heures de travail, donc une demi-journée. Et en effet, sur le business model, moi au début, ma principale source de monétisation a en effet été le sponsoring. Ok. Et ça a été simple de trouver des sponsors? Alors, écoute, je pense que c'est quand même l'un des points où on a été plutôt bonne. J'ai du mal à me valoriser, mais là, je pense qu'on a été plutôt Tu peux le doués. dire, tu peux le dire. Euh, Je pense que c'est grâce aussi à mon ancienne vie dans le business où j'avais appris, tu vois, des process commerciaux. Toute la difficulté, c'est de trouver son premier sponsor. Et ça, c'est certain. Mais une fois qu'on en a trouvé un, au final, c'est beaucoup plus facile d'aller persuader les sponsors suivants. Le premier sponsor, je me suis clairement dit, j'arriverai à le trouver grâce à mon réseau. Donc, tu vois, je m'étais pas mal renseignée sur le CPM, le nombre d'écoutes qu'il fallait atteindre pour vendre le premier sponsoring. Donc, tu vois, je m'étais fixé 10 000 écoutes par mois. Avec un CPM, je m'en souviens plus, je pense que j'étais à 40 € du CPM. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, il faut que j'arrive à vendre un premier sponsoring. Et j'ai vite conçu des packs. Donc, tu vois, des packs par nombre d'écoutes par mois. Et j'ai été toquer à la porte vraiment de mon réseau. Donc, sur LinkedIn, regarder les boîtes que je connaissais qui travaillaient dans le monde de l'éducation à la parentalité. Parce que pour le coup, pour moi, c'était important qu'il y ait vraiment une cohérence éditoriale entre la publicité et le contenu que je mets en avant à travers les adultes de demain. Et donc le premier sponsor, on l'a clairement trouvé grâce au réseau de Sylvie, puisque c'était Montessori Store, qui est la plus grosse plateforme de vente de matériel Montessori en ligne. Ils connaissaient déjà Sylvie. Je sais plus si elle avait déjà travaillé avec eux, mais en tout cas, elle avait déjà le contact. Et rien que d'avoir le contact, ça facilite tout le process ensuite de vente du sponsoring. Et tu vois, ça, je l'ai vendu. Et en fait, après, dans mes press et dans mon pitch, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile après d'aller le vendre. Et au final, depuis ce moment-là, j'arrive plutôt bien à vendre le sponsoring. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Et aujourd'hui, le CPM, il a augmenté? Ouais, Parce que aujourd'hui, c'était quand même, c'était assez entrée de gamme, on va dire, sur l'aspect sponsor en termes de prix, hein.
Ouais, je sais pas. Bah, tiens, tu vas peut-être m'apprendre quelque chose, mais je sais pas trop quelles sont les moyennes. Je l'ai évidemment augmenté hein, depuis, mais c'est vrai que moi je m'étais dit il vaut mieux que je commence assez bas, tu vois, pour réussir à convaincre au plus vite quelqu'un, parce que je pensais vraiment que la clé de la réussite c'était d'avoir un sponsor pour ensuite débloquer le reste. Et d'ailleurs, tu vois, c'est assez drôle parce qu'il y a pas mal de marques qui souvent me demandent les contacts d'anciens sponsors pour leur demander un retour d'expérience, tu vois. Donc pour moi, c'était important, Bien sûr. c'est hyper important d'avoir ce passif-là. Mais oui, oui, j'ai augmenté depuis, mais je sais pas si je suis compétitive. C'est toi qui vas m'apprendre des choses. Ah bah aujourd'hui on remarque assez facilement, on va dire la fourchette 60-90 euros Ouais, c'est ça. Bah, je suis bon. du CPM. Ok. Euh, et donc là, ça y est, tu dis au revoir, tu as 100% de ton temps. Est-ce qu'il y a un vrai avant un vrai surtout après en termes du coup de palier et de projets annexes, on va dire dans tout l'univers que vous aviez créé, il y a un vrai avant-après? Ouais, ouais, complètement. Déjà, il y a eu une super belle nouvelle au moment où je quittais, tu vois, mon ex-entreprise. La maison d'édition Hatier nous a contactés pour faire un livre autour du podcast. Donc ça déjà, bon, c'est vrai que ça fait toujours un peu rêver d'écrire un livre. Donc moi, j'ai tout de suite dit, allez, go, 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 on y va. Et donc ça, tu vois, ça m'a pris ça. Si j'avais été en entreprise, c'est vrai que ça aurait été plus compliqué de continuer le podcast plus écrire le livre. Donc on a le livre Offrir le meilleur aux enfants qui est sorti en mai 2022. Donc tu vois, ça nous a Donc, pris qui a pris quand même un petit peu de temps, 9 mois, on va dire. je sais plus hein. Je pense que c'est Plus ouais, un an. un petit peu plus, c'est assez long hein, les délais pour les publications de livres. Et en plus, nous, notre éditrice voulait vraiment qu'ils sortent au mois de mai parce que a priori, Ok. les ventes de livres en parentalité, c'est très bien pendant le mois de mai. Voilà. Me demande pas pourquoi, mais il y a peut-être un pic de Peut-être qu'il y a naissance à ce beaucoup de moment-là. naissances Ouais, J'imagine qu'il y a beaucoup de naissances en mai, puisqu'il y a eu les vacances du mois d'août. ouais, voilà, ça doit être ça. Donc tu vois, en termes de Je suis né en mai, c'est peut-être pour ça. en termes de projets annexes, il y a eu ça qui a pu se développer et en fait, moi, ça m'a donné des envies d'autres choses parce que je trouve aussi quand tu as un podcast, il faut faire attention de pas se lasser et avoir qu'un seul podcast. Bon, il y en a plein qui le font. Et moi, j'ai vite eu envie aussi de diversifier mes activités pour pas me lasser trop vite des adultes de demain. Je Donc, pense, ouais, je pense surtout que euh, il faut diversifier ses activités. ouais, ouais. Là, tu réfléchis en mode indépendante. Si tu étais juste resté avec un side project de podcast, tu aurais pu continuer. Ouais, ouais, c'est C'était ça. surtout pour multiplier les sources et les cibles dans ton activité. C'est clair. Et surtout, je trouve qu'une fois que tu es indépendant à ton compte, du coup, tu te dis, bah tiens, j'ai tout ce temps de dispo et en même temps, j'ai toutes ces possibilités créatives. Et c'est vrai que moi, ça m'a vite énormément excitée parce que je me suis dit, bon, bah en fait, maintenant, je me suis prouvé que je pouvais créer quelque chose. Je peux me prouver que je peux créer autre chose. Donc ça, c'est sûr que la diversification a été liée à mon nouveau statut d'indépendante. Et donc en fait, j'ai vite eu envie de créer un autre podcast. Alors comme j'adore tester de nouvelles choses, je me suis lancée sur le podcast premium. Donc Bébé arrive, comme je le disais en intro, c'est un podcast pour tout comprendre sur le monde des bébés avec les plus grandes voix de la périnatalité en France. Et moi, en fait, je trouve quand même que le monde du podcast est un monde assez difficile, hein, parce que comme on l'a dit, c'est difficile d'en vivre et en même temps, tout le contenu est gratuit. Et pour autant, moi, tu vois, personnellement, j'ai pas trop de problème pour dépenser de l'argent, tu vois, pour des objets culturels tellement ça me fait plaisir, tu vois, aussi de rendre aux créateurs un peu de la monnaie de leur travail. Donc moi, je me suis dit bon, allez, on va voir sur le podcast si ça peut le faire du podcast payant, sachant que évidemment c'est compliqué parce qu'il y a tellement de contenu gratuit. Comment trouver sa valeur ajoutée pour le rendre payant et en même temps je croyais pas trop au modèle Patreon. Je sais pas si tu en as déjà parlé dans ce podcast, mais voilà, c'est le fait d'obtenir un peu comme des dons de la part des auditeurs. Et moi je me On n'a suis dit pas.
On n'a pas cette culture. Ouais, c'est On ça. n'est pas les Américains, on laisse pas de tips, on laisse pas de pourboire, et donc Patreon, Tipeee, toutes choses comme ça. En France, ça marche pas bien, je trouve. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis dit, ça marche pas bien. Si c'est encore remettre de l'énergie, tu vois, dans quelque chose où je vais difficilement gagner ma vie, c'est quand même un peu dommage. Donc, je me suis lancée sur le podcast premium. Alors, j'ai pas encore beaucoup de recul parce qu'il a été lancé il y a 2 mois, donc il a été lancé en novembre 2022, mais j'ai déjà des excellents retours et tu vois, j'ai déjà fait un certain nombre de ventes, donc c'est chouette. Ce qui est certain, c'est que ça demande énormément de communication parce que on sait déjà pour faire connaître un podcast, il faut beaucoup communiquer. Alors en plus, pour donner envie d'acheter un podcast, il faut d'autant plus se donner sur la com. Mais voilà, j'ai vraiment valorisé déjà la qualité audio. Contrairement aux adultes de demain, moi j'ai fait tous les enregistrements en physique là avec les intervenants du podcast Bébé arrive, et surtout j'ai fait appel à des intervenants vraiment qualitatifs. Tu vois d'ailleurs, je le dis cash, hein, c'est des gens que j'ai payés pour intervenir sur le podcast. Parce que déjà, je trouve que aussi pour les gens qui sont invités sur les podcasts, au bout d'un moment, c'est quand même pas mal de les rémunérer. Mais là, d'autant plus. Surtout là, si c'était payant. Ouais. Voilà, c'est ça, et je trouve que tout le monde mérite d'être valorisé. Donc je me suis lancée dans cette aventure Bébé arrive, et là depuis peu, j'ai aussi diversifié mes activités dans le sens où je produis des podcasts pour des marques dans l'éducation. Alors ça, c'est totalement malgré moi parce que, tu vois, je savais pas si j'avais envie d'aller sur ce terrain. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup maintenant d'indépendants qui produisent des podcasts. Et c'est vrai que parfois, cette effervescence de contenu me fait un peu peur. Mais en fait, comme on a développé une réelle notoriété autour de l'expertise éducative qu'on a développé ma mère et moi, et ben en fait, il y a quelques entreprises dans l'éducation qui sont venues nous voir pour qu'on produise leur podcast, parce que on a ce savoir-faire dans l'éducation, on connaît les tendances, et en même temps, on a le savoir-faire aussi technique dans la production de podcasts. Donc voilà, une autre activité qui est en train de se développer tranquillement. Il va falloir que tu recrutes bientôt. Voilà. Vous faites du coup toujours appel au même monteur, au même ingé son? Alors on a ajouté une nouvelle monteuse dans l'équipe. Voilà pour varier un peu la façon dont on présente les épisodes, mais sinon ouais, en termes de freelance avec qui je travaille avec 2 monteurs du coup, et une graphiste, ça pour le coup qui m'a aidé à faire le nouveau logo des adultes de demain que j'ai lancé il y a 1 an et demi, et qui m'aide aussi pour le graphisme des autres projets. Et donc aujourd'hui, ton orga et tes chiffres, on va dire, euh, les paliers actuels et d'écoute et de peut-être de chiffre d'affaires si tu peux en parler, et ton orga en termes de temps dans la semaine, est-ce que tu peux nous partager tout ça? Ouais, alors en termes de temps, je t'avoue que j'ai souvent du mal à isoler chaque activité parce que c'est un peu un mix de tout pendant toute la semaine. Mais bon, clairement, les adultes de demain, ça me prend au moins une journée par semaine, tu vois, pour le développer le contenu, briefer les invités, préparer mes interviews, etc. Et après, je dirais que le reste de la semaine, je le dédie à des nouveaux projets. On commence également à me solliciter pour des conférences en entreprise sur les sujets d'éducation. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de diversifier et surtout de monétiser son activité, je trouve, quand on a un podcast. Donc ça, je suis en train de développer tout ça. Et après, d'un point de vue financier, moi je commence à pouvoir en vivre. Après, ce qui est vrai et la réalité, c'est que Sylvie ne touche pas d'argent sur le podcast Les adultes de demain, parce qu'on s'est donné l'accord entre nous que comme cela faisait aussi de la pub pour ses activités qu'elle a de son côté avec ses Ok. écoles, son organisme de formation et toute son activité éducation, comme mine de rien ça lui fait de la pub. Mais en fait c'est moi qui c'est elle a pas besoin de toucher l'argent, et moi je me paye avec ça. C'est du troc. Voilà. Et justement, est-ce qu'elle sait
la part de clients ou de personnes qui rejoignent son écosystème, qui viennent directement du podcast? Écoute, c'est difficile à mesurer, C'est mais en difficile. fait, c'est hyper important parce que tu vois, moi qui viens du monde de la tech où on adore avoir plein de data, j'étais très frustrée parce que j'avais du mal à connaître mon audience. Et l'année dernière, j'ai lancé un questionnaire qualitatif où j'ai interviewé 30 auditeurs très assidus. Donc j'ai fait des entretiens quali, tu vois, qui duraient 1 heure pour apprendre à connaître, tu vois. Un peu avoir un échantillon de mes auditeurs et pour identifier un peu des personas, pour parler en bon marketeux. Et en fait, il me semble que le chiffre, c'était 1 personne sur 2 via le podcast a ensuite converti sur l'une des activités, l'un des business de Sylvie, tu vois, que ce soit acheter un de ses livres, participer à une formation, inscrire inscrire son enfant dans une de ses écoles. Donc en fait, c'est énorme. Et du coup, elle est sympa parce que elle m'envoie toujours les screenshots qu'elle reçoit sur Instagram par mail en disant je vous ai connu via le podcast. Je pense que c'est vrai que quand on a déjà un business, avoir un podcast, je trouve que c'est très intelligent de l'utiliser en termes de canal d'acquisition. C'est ça qui est aussi important à voir et à creuser avec notre échange, c'est que toi, ça t'a permis de créer ton Ouais. activité et en même temps, vous êtes appuyé et vous êtes dès le début concentré sur une activité qui était évidemment de, qui avait des fondations et une expertise très très solide. Ouais, c'est ça. C'est la chance qu'on a eue. Après, ça veut pas dire que ça marche pas, hein, si on l'a pas, cette base-là. Mais c'est sûr que nous, ça a été un beau coup de pouce. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vision ou et du podcast en général en France aujourd'hui et la vision euh, que vous avez là dans le futur des adultes de demain? Alors Si on fait un petit focus. sur le podcast en France, je pense qu'il y a encore un très bel avenir pour le podcast. J'ai participé au Paris Podcast Festival, c'était en fin d'année 2022, hein, et il montrait à travers les chiffres que je pense qu'il y a encore 50% des Français qui ignorent ce qu'est un podcast, ce qui est énorme, et donc ce qui veut dire encore la marge de progression en termes d'audience qu'il existe. Et en même temps, moi, je trouve ça fabuleux d'ouvrir la voie, sans mauvais jeu de mots, à toute personne qui a envie de se lancer dans le podcast. C'est vrai que cette démocratisation a permis le développement de contenus vraiment qualitatifs. Moi, le seul point qui me fait peur, c'est vrai que j'ai l'impression que un peu dans cette ère de la surinformation et du surcontenu dans laquelle on est, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les podcasts, c'est qu'on se noie un peu dans cette surcréation. Donc, je pense quand même que il va y avoir, je pense quand même que la croissance de création d'épisodes va quand même ralentir avec le temps, parce que de toute façon, il y a une réalité financière qui fait que c'est compliqué de tenir avec un podcast. Et comme je le disais, la clé de la réussite, c'est la régularité. Donc, si en plus on n'a pas les moyens de rester régulier, c'est vrai que c'est compliqué. Donc ça c'est pour le podcast en France. Et pour les adultes de demain, c'est une bonne question. Écoute, moi j'aimerais bien qu'on devienne de plus en plus influent, même si j'aime pas trop ce mot, sur les sujets d'éducation, parce que je trouve que en parallèle on porte quand même un message qui est essentiel et qui est quand même pas mal remis en question dernièrement sur l'éducation. Moi je crois vraiment à fond sur enfin je suis à fond sur l'éducation bienveillante, sur le fait de respecter les enfants, sur le fait d'arrêter de cloisonner le monde des adultes et le monde des enfants, et de penser que en fait les enfants sont juste par nature plein de bonté, et qu'on n'a pas besoin d'être dans l'autoritarisme, et qu'au fond tous les enfants ont envie de faire au mieux pour tous les parents ont envie de faire au mieux pour leurs enfants. Et qu'évidemment c'est pas facile de rester toujours très patient, de communiquer, etc. Mais je pense que si c'est un mouvement de société générale, si tout le monde se met dans le bain sur cette forme d'éducation, tu vois, ça changera vraiment les choses. Donc moi j'aimerais bien qu'on continue à porter ce message, tu vois, presque politique, parce qu'en France on est un peu en retard sur le sujet. Je faisais une interview qui va être publiée
début avril avec une personne qui a écrit un livre magnifique sur le modèle suédois d'éducation. D'ailleurs, le chiffre, c'est 99,9% de Suédois sont contre la punition. Autant dire qu'on est quand même bien loin en France. Et donc moi, tu vois, c'est des messages qui me touchent particulièrement. En plus, j'attends mon premier enfant pour fin février, donc c'est imminent et ça résonne d'autant plus en moi. Donc j'aimerais bien qu'on continue à aller sur ce terrain-là de porter cette voix. Et sinon, moi, j'aimerais bien me lancer dans des nouvelles créations artistiques dans le podcast. Moi, j'adore écouter les podcasts. Je suis tellement admirative de ceux qui en produisent, tu vois, des beaux documentaires avec vraiment une identité sonore forte. C'est vrai que j'aimerais bien aller sur ce terrain-là et me former un peu plus là-dessus. Ok. On a fait quelques tests, surtout Laura, sur, on va dire, de la production avec plusieurs voix, plusieurs sons, plusieurs virgules sonores. C'est sûr que c'est chouette. Peut-être que l'arrivée de ton bébé va aussi amener d'autres regards et d'autres formats, peut-être. C'est sûr. C'est fort probable. Et pour réaliser tout ça, peut-être une dernière question. Quels sont tes besoins ou vos besoins pour continuer à développer le podcast, les projets, les activités annexes? C'est une bonne question. Mes besoins. Moi, j'aimerais quand même bien à terme m'associer avec quelqu'un qui est expert dans tout ce qui est ingé son, direction artistique, etc. Parce que même si j'ai des idées, je manque quand même, tu vois, d'une expertise vraiment technique de réalisation. Et moi, j'aimerais bien trouver une pépite comme ça, tu vois, qui pourrait m'aider à passer à la vitesse supérieure. Et en plus, c'est quand même plus sympa de bosser à plusieurs. Donc il y a ça. Et après, sinon, toujours plus d'écoute. Hein. On est totalement obsessionnel avec Sylvie sur les chiffres. On se moque mutuellement l'une de l'autre parce qu'en réalité, c'est pas du tout une finalité en soi. Mais t'as un peu l'impression parfois que t'es comme au casino. Tu vois d'un coup le jackpot. Ah non, ça baisse un mois. Ah non, ça remonte. C'est un peu une addiction. Mais non, mais j'aimerais moi surtout continuer à développer du contenu qui soit de qualité pour nos auditeurs et voilà, qui soit apprécié et surtout qui aide. C'est surtout ça dont j'ai envie pour le futur. Ok. Si j'allais oublier, du coup, dernière question, toute dernière question, promis. Est-ce que vous avez eu des galères, des moments un peu pépites en interview, des choses qui... voilà, embarque-nous un petit peu dans les coulisses des enregistrements, si tu peux. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Et c'est certaines fois où j'ai eu vraiment envie de pleurer, notamment quand tu as enregistré toute ton interview et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'un point de vue technique qui n'a pas fonctionné et que du coup, tu ne vas jamais pouvoir utiliser ton interview. Ça m'est arrivé au tout début de l'épisode. En plus, c'était avec une personne qui avait déjà une très belle communauté. C'est Sonia Krief du compte Instagram Le Bain de Sonia. J'avais galéré à l'avoir en invité, je l'avais relancé 1000 fois, elle avait accepté. On avait démarré l'enregistrement à distance et en fait, j'avais pas été assez vigilante à l'époque, mais la qualité de son son était vraiment inexploitable. Il y avait, tu vois, comme un petit bruit de fond que tu peux pas retirer au montage. Et donc en fait, j'ai jamais pu utiliser sa piste audio. Elle n'est pas revenue, elle n'a pas accepté. Alors, si, elle a accepté, heureusement. La belle histoire, c'est qu'elle a accepté. Mais c'est vrai qu'au début, à la fin de ton enregistrement, quand tu te rends compte qu'il va falloir que tu rappelles la personne qui a déjà un agenda surbooké, lui dire qu'il vient de passer 1 heure à raconter quelque chose qui ne peut pas être utilisé, t'as juste envie de pleurer. Et en final, de toute façon, comme c'est cette personne, elle incarne la bonté, la bienveillance et l'amour. Elle a tout de suite répondu positivement et en fait l'histoire s'est bien terminée puisque elle nous a dit venez plutôt enregistrer en physique l'épisode et donc on a été, tu vois, dans son école de formation et c'était 1000 fois mieux de l'avoir
de la voir en live. Donc au final, l'histoire s'est bien terminée, mais j'en ai eu quelques fails comme ça sur des enregistrements qui n'ont pas abouti ou sur Zencastr, ta piste audio qui est censée arriver à 100%, qui n'arrive jamais à 100% et où tu pourras jamais la récupérer. C'est déjà arrivé et c'est vrai que ça nous fait les montagnes russes émotionnelles avec Sylvie. Effectivement, souvent quand il y a un problème technique, je me dis à chaque fois, bon, il faut peut-être soit ne pas enregistrer, soit enregistrer d'une autre manière. Ouais, c'est ça. Ou avec un délai vraiment plus important. Plusieurs fois, on l'a fait quelques mois, voire un an après, et du coup, il y avait une autre expérience, un autre regard sur le parcours ou le contenu qui aurait pu être enregistré. C'est vrai, c'est juste que c'est très gênant quand tu dois Oui. dire à ton invité, je suis désolée, mais en fait, ton épisode, je vais pas le publier. C'est Et juste ça. c'est un cadeau. Dis-lui, C'est un cadeau, cadeau exactement. pour nous. Ben, merci beaucoup Stéphanie À toi. pour tout ton partage, toute ta transparence. C'est un super projet qui a évidemment aujourd'hui une place beaucoup plus importante que même vous deux, puisque bah il y a une communauté qui est engagée, il y a des partenaires, donc maintenant faut appuyer, faut continuer, persévérer, et c'est ça qui est très très chouette. Merci, c'est très gentil. Longue vie à ton podcast et à ton petit bébé qui arrive. À Merci, bientôt. à bientôt.